000 abonnés maintenant qui te suivent. Donc, tu as été nommé un des top influenceurs. Que les plus grosses fortunes au monde se font grâce à l'immobilier. Ouais. C'est normal d'avoir des peurs. Ils regardent des gens qui ont tellement de portes, puis ils sont comme, je commence où? J'ai commencé, je faisais à peu près 75 $ par porte, donc à peu près 150 $ de profit par mois. Un rêve, et que pour franchir le rêve, c'est de faire un premier pas, puis de sauter, puis d'acheter un premier immeuble. Il faut trouver un immeuble rentable qui te correspond à toi aussi. Je voulais un cash flow positif de mes immeubles, que je peux augmenter les loyers d'une certaine façon, tout en amenant de la valeur au locataire. Je ne le fais pas au détriment du locataire. Puis il nous reste de l'argent pour ça. C'est un métier, c'est de l'entrepreneuriat. Fait que c'était d'être libre financièrement dans le temps, en 2012. Appelez-moi pas un influenceur. Je suis maintenant peut-être un YouTuber, mais je ne suis pas un influenceur. Mon but, ce n'est pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Mon but, c'est d'apporter de la valeur. L'argent immobilier. Bonsoir. De retour à un autre épisode de La Retenue. Ce soir, avec nous, pas l'agent immobilier, l'argent immobilier. Rémi Bergeron, il faut le dire, l'argent immobilier. Première question, on rentre tout de suite dedans. Pourquoi l'argent immobilier? C'est quoi ça exactement? Ça se peut que les gens te reconnaissent, donc... Oui, c'est ça. En fait, l'argent immobilier, parce que j'ai décidé de partir une chaîne sur YouTube et je voulais utiliser mon nom, mais aussi je voulais que les gens sachent un petit peu ce que je fais. Et je ne suis pas du tout un agent immobilier, donc je voulais pas aller jusque-là, mais je voulais parler d'immobilier et d'argent en général. Parce que je pense que pour aller en immobilier puis avoir un bon succès en immobilier, il faut être capable de gérer l'immeuble, ses finances de l'immeuble. Donc, il faut avoir une saine gestion financière soi-même aussi. Si tu n'es pas bon avec ta propre argent, ça va être difficile d'être bon avec l'argent d'un immeuble. Donc, je voulais parler d'argent et d'immobilier. L'idée m'est venue de là. Je pense que c'est un bon clin d'œil. Il y en a des fois qui me prennent pour un agent. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il dit « Hey, Rémi, j'aimerais ça que tu fasses ça pour ça, puis j'aimerais ça te parler de telle affaire. » Puis j'étais comme « Non, je suis pas un agent, là. On n'ira pas très loin avec ça. » là. Ils n'ont pas lu le titre, ils n'ont pas pris le temps de lire. Il dit « Ah, c'est ma dyslexie. » Oui, mais peut-être, mais même l'agent immobilier, le terme agent n'existe plus, même en fait, c'est courtier immobilier. Là, c'est l'ancien, quand c'était avec la CAIC dans le temps, là, pour ceux qui sont un peu nerds du courtage immobilier du Québec. Donc, l'argent immobilier. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé de commencer ça? Parce qu'on parlait tantôt, 10 000 abonnés maintenant qui te suivent. Donc, un sujet qui, en français aussi, dans ton podcast, on l'appelle une chaîne YouTube. C'est moins un podcast. Oui, c'est ça. Puis, appelez-moi pas un influenceur. Je suis maintenant peut-être un YouTuber, mais je ne suis pas un influenceur. Mon but, ce n'est pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Mon but, c'est d'apporter de la valeur. Et si je l'ai débuté, c'est parce que j'ai commencé l'immobilier en 2012. Et tranquillement, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 88 portes quand même, presque tout seul. J'ai quelques partenaires, mais j'ai la plupart de mon parc, il est à moi. Et l'idée, c'est que au fil que j'avançais, beaucoup de monde, tu vois, de mon entourage, même un peu plus loin, qui comme connaissait de loin, commençait à me poser des questions, comment qu'on fait, puis tout ça. Puis j'ai commencé la chaîne YouTube tout simplement parce que j'étais écœuré de toujours répondre la même réponse. Donc, je me suis dit un jour, au lieu de répondre individuellement à quelqu'un qui vient me poser une question, je vais enregistrer ma réponse. Va voir Capsule 32. Va voir la capsule. Puis si tu as d'autres questions après, on en reparlera, mais tu auras une base. Tu sais. Fait que j'ai commencé ça avec ça. Puis moi, il faut dire que c'est mon métier de faire de la vidéo. J'ai ma compagnie en production de vidéo depuis 12 ans maintenant. Donc, j'avais déjà tout l'équipement, j'avais déjà les connaissances techniques. Il me restait à me mettre en avant de la caméra, ce que j'avais jamais fait avant de débuter la chaîne. Parce que là, tu dis que tu n'es pas influenceur, mais tu as été nommé un des top influenceurs. Qu'est-ce qui a nommé? Je pense que c'est le site Hard Bacon là, qui disait que j'étais dans une top 50-100, je me souviens plus des influenceurs sur l'immobilier au Québec ou au Canada. Je trouvais ça très drôle. Quelqu'un m'a envoyé le lien, puis j'étais comme, OK, je m'attendais pas à ça. Tant mieux, je veux pas être considéré comme un influenceur, mais si je peux influencer. Si je peux aider aider les gens. Mon but, c'est ça. Ce n'est pas de mettre en tête quelque chose, c'est juste de les aider à aller de l'avant, de les aider à traverser leur peur aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de monde que
l'immobilier, ça consiste à un rêve et que pour franchir le rêve, c'est de faire un premier pas, puis de sauter, puis d'acheter un premier immeuble. Puis, tu sais, même moi, aujourd'hui, je fais des transactions, puis il y a encore des doutes dans ma tête, il y a encore des calculs que je suis pas certain. Ça change. Il y a encore de la spéculation, tout plein. Fait que quand tu commences, c'est normal d'avoir des peurs. Puis moi, je suis là pour les accompagner à traverser les peurs. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis tu as mentionné ton day job, si on veut, là, c'était vraiment pas dans l'immobilier. Quand tu as commencé dans l'immobilier, tu avais déjà ton emploi, mettons. J'ai tout débuté en même temps. Ah, tout en même temps. Littéralement, moi, quand je suis sorti du cégep, je suis venu ici à Montréal faire un travail en production vidéo. En fait, j'ai fait ATM à Jonquière. Donc, quand je suis sorti, j'étais vraiment pour la production vidéo. Je suis venu ici 6 mois et j'ai pas aimé Montréal. Je suis pas un gars de ville proprement dit. J'aime ça, là, aller à Montréal une journée ou deux, être dans le beat, mais habiter là, j'ai pas aimé. Puis j'avais besoin de me sortir un peu. Fait que j'étais déjà allé faire une saison en France, travailler là-bas. Finalement, après 6 mois ici à Montréal, je suis reparti presque un an vivre en France, à mes 21 ans, 20-21 ans. Et quand je suis revenu, en fait, de la France, c'est là où j'avais pas de job, j'avais rien. Et en même temps, j'ai démarré mon entreprise en production vidéo et en même temps, j'ai acheté mon premier immeuble. Puis ça s'est lancé comme ça. Puis je connaissais rien à l'immobilier. Quand j'ai débuté, il n'y a personne autour de moi qui fait de l'immobilier. J'ai personne dans ma famille, dans mes connaissances qui en fait rien. Rien du tout. C'est juste par par mon esprit un peu entrepreneurial. J'avais juste entendu que les plus grosses fortunes au monde se font grâce à l'immobilier. Ouais. Fait que je me suis dit, à un moment donné, mon but, c'est pas d'être riche à 100%, mais c'était d'être libre financièrement dans le temps, en 2012. Je voulais juste réussir à pas avoir à me soucier de l'argent. Puis pour pas se soucier de l'argent dans notre vie capitaliste, c'est soit que tu en as beaucoup puis tu réussis à être un peu par-dessus, ou que tu n'en as vraiment pas beaucoup, mais là, c'est un mode de vie qui est différent puis il faut que tu fasses des choix. Fait que je me suis dit, je vais avoir assez d'argent, non pas pour être riche et tout ça, je vais avoir assez d'argent pour réussir à subvenir à mes besoins, faire ce qui me tente quand je veux. La liberté, c'est ce qui m'anime. Fait que j'ai décidé l'immobilier comme ça, je me suis lancé, j'y connaissais rien. Et là, je me suis mis à me former avec mes immeubles, à me former de plus en plus avec les connaissances, les choses autour. Puis effectivement, il manquait un peu de connaissances peut-être en français. Fait que là, le monde, ils ont commencé à m'approcher, comme je disais, puis ça s'est transformé en la chaîne YouTube. Là. C'est quand même intéressant. Donc, 2012, OK, tu commences ton immobilier, tu n'as aucune expérience. C'est intéressant parce que pour beaucoup, le problème, c'est qu'ils vont vouloir commencer aussi, mais ils regardent des gens qui ont tellement de portes. Puis ils sont comme, je commence où? Les formations, tout le monde est comme, OK, mais fais ça, c'est beau, mais là j'ai même pas mon premier immeuble encore. Là, donc, qu'est-ce que je fais? C'est intéressant parce que c'est rare qu'on rentre dans le détail beaucoup de, comment tu as commencé? Puis, j'en parle souvent ici sur le show que, tu sais, quand tu pousses un peu les gens qui sont dans l'immobilier, mettons des investisseurs, comment tu as commencé? Il y en a beaucoup qui évitent le sujet. Parce que ça n'est pas glamour comme ça l'est, comme ton image que tu projettes en ce moment. Tu as commencé underground, tu as commencé avec des prêts plus ou moins faciles. Ou il y en a qui sont juste que ils n'en parlent pas parce qu'ils ont hérité de 500 000 mais c'est ça, ou que leurs parents leur ont donné 250 000 ou 300 000. Donc, ça fait que, OK. Donc là, ça fait que, OK, mais mon problème, c'est que j'ai zéro. Donc, comment que je commence à zéro? Oui. Donc, j'imagine que tu avais un peu d'épargne. Parle-moi de comme vraiment le départ, comment ça s'est fait? Tu avais combien? Là, tu commençais en plus dans un nouveau domaine. Comment ça s'est développé? Comment tu t'es lancé dans ton first shot, mettons? Mon premier, écoute, c'est drôle, je l'ai déjà dit dans une capsule, puis les gens, cette capsule-là, elle n'a pas eu tant de vues que ça par rapport à ce qu'elle devrait, je pense, parce que c'est inspirant, justement. L'idée, c'est que quand je suis revenu de la France, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai gagné quand même bien là-bas, mais c'était en euros puis tout ça. Puis quand je suis revenu, j'avais aussi dépensé beaucoup. Je me suis amusé, j'avais 21 ans. C'est correct. Et, oui. Et quand je suis revenu, j'avais un peu d'épargne, pas tant que ça, là, j'avais genre 10 000 $, pas plus, mais j'avais aucune dette. J'avais zéro dette. J'ai eu la chance, comme on dit, il y en a qui ont donné de l'argent. J'ai eu la chance que mes parents m'ont payé mes études. Fait que je suis quand même sorti avec zéro dette d'études. Je payais mon appart, mais tu sais, c'était pas des grosses dépenses. Fait que quand je suis revenu, zéro dette, un petit peu d'épargne. Puis, comme je dis, je connaissais rien en immobilier. Puis à un moment donné, c'est juste mes 2 meilleurs amis du temps qui étaient des jumeaux. Je les appelle un peu des entrepreneurs à série. Ils vont peut-être se reconnaître s'ils écoutent, là, mais ils démarrent un projet, puis à chaque 6 mois, ils changent de projet. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Puis leur projet, il fonctionne peut-être pas comme ils auraient voulu, parce qu'au final, quand tu changes à chaque 6 mois et tu n'as pas de constance, c'est dur d'arriver avec des résultats. Tu sais. Ouais. Fait que, constance. C'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont acheté un vieux duplex. Puis c'était vraiment un vieux duplex. Puis au bout d'un an, ils me sont arrivés. Ils ont dit, Rémi, est-ce que tu veux l'acheter? Nous autres, on le vend, là, puis on a un autre projet. Puis là, je connaissais rien. Là. J'avais jamais pensé dans ma vie investir en immobilier encore jusqu'à maintenant. Puis là, j'ai dit, à un moment donné, il faut se lancer. Tu sais. Fait que je l'ai acheté. Mais c'est un vieux duplex en région qui était quand même très vieux. Et je l'ai acheté. Puis
c'est plus les mêmes chiffres. Aujourd'hui, on recule en 2012 par rapport à aujourd'hui, sûr. mais je l'ai acheté 67 500 $. 67. Ouais. C'est quoi la région? On parle de la ville de Plessisville. Plessisville. Oui, Plessisville. Pour ceux qui sont plus montréalais, c'est où ça? C'est centre du Québec, près de Victoriaville. Près de Victo. Oui, 20 minutes de Victo. C'est une ville, 6 000 habitants. Okay. C'est là où j'habitais, dans le fond. Moi, j'habitais en fait un plus petit village à côté encore. Mais Plessisville, c'est là où j'étais allé à l'école secondaire et tout ça. Fait que c'est là où j'ai grandi. Tu connaissais la place un peu? Je connaissais la place. OK, parfait. Donc 67 500, 67 000? 67 500. En fait, j'ai mis 5 de mise de fonds parce que j'habitais encore chez mes parents. Je venais de revenir de la France. Tu pouvais dire que tu allais l'occuper. Donc, je pouvais dire que j'allais l'occuper. L'intention était possible. L'intention était possible, était presque vraie. Oui, presque, exact. On va dire ça de même. Pour ceux qui connaissent un peu l'hypothèque, ils nous comprennent en ce moment. C'est ça, voilà. exact. Okay. Et je l'ai acheté avec 5 de mise de fonds. Ça a fait 3 350 $ de mise de fonds. Fait que faites le calcul, là, le chiffre exact, c'était 67 000, je pense. Fait que 3 350 de mise de fonds. C'est rien, on s'entend. C'est vrai, aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile de rentrer avec des montants comme ça, mais en même temps, le marché a changé, les immeubles ne valent plus la même chose, la rentabilité n'est plus pareille non plus. Mais l'idée, c'est que quand j'ai commencé avec ça, l'immeuble était rentable. Je faisais à peu près, c'était un duplex. J'ai commencé, je faisais à peu près 75 $ par porte, donc à peu près 150 $ de profit par mois. Mais là, j'ai vite réalisé que, au début, je suis allé me présenter, j'ai connu un peu l'immeuble et tout ça, mais après ça, pendant comme 3, 4, 5, 6 mois, j'ai rien fait sur cet immeuble-là, tu sais. Puis les loyers rentraient, puis le monde payait, puis je faisais de l'argent, même si c'était pas énorme. Il était complètement rénové. Est-ce que c'était terminé quand tu l'as acheté? Non, il en restait... Non, c'était un vieux duplex, puis en fait, Ils l'avaient pas terminé, ils l'ont acheté, puis ils ont dit, OK, finalement, on n'a rien fait avec ça. Ils n'ont rien fait avec ça. Même comme moi, je l'ai en 2014, je pense que je l'ai tout dégarni, j'ai fait resouffler à l'uréthane, j'ai remis un nouveau clapbar, j'ai changé le look un peu. Mais faut dire que cet immeuble-là, c'était une vieille fondation en pierre et tout ça. Puis, tu sais, j'avais fait un rapport d'inspection. Le rapport d'inspection, il était vraiment mauvais. Mais bon, je commençais, puis j'ai quand même une très, très grande tolérance au risque. Donc, je me suis dit, OK, je vais avancer. Puis, cet immeuble-là, il est debout, il va rester debout. Puis, finalement, tu vois, la fin de l'histoire, je vais te dire tout de suite, c'est que, voilà un an à peu près, la ville a refait la rue. Et en refaisant la rue, ils ont refait tous les égouts. Et en reconnectant, ils ont défoncé l'égouts, mais de mon bord. Et là, ils ont dit, nous autres, c'est pas notre problème, on a défoncé de ton bord. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il paye, puis tout ça. Puis là, c'était une vieille fondation en pierre, l'égout a défoncé, ça avait remonté dans le sous-sol, c'était un vide sanitaire, en fait, ça avait tout remonté, il y avait vraiment épais de marde, littéralement. Donc, littéralement. Fait que moi, j'ai comme sorti les locataires de là, puis j'ai dit, c'est bon, je vais démolir l'immeuble, puis je vais reconstruire sur le terrain. Et finalement, j'ai eu un petit problème avec la ville, une espèce d'altercation avec la ville. Fait que j'ai décidé... Toutes tes expériences, tu vois, Et finalement, j'ai décidé de revendre le duplex, en fait, en termes de terrain un peu. Fait que là, je l'ai vendu en septembre, ça va faire un an. Je l'ai vendu en septembre, il y a un an. Donc, en termes de terrain, plus proprement dit, l'immeuble est à démolir. Fait que ça, c'est la fin de l'histoire. Mais pour revenir, c'est que c'est ça. J'ai comme compris la puissance de l'immobilier quand je me rendais compte que l'argent rentrait à tous les mois, même si je ne faisais rien. Puis c'est ça. Ça n'a pas été... En termes de chiffres, ça n'a pas été extrêmement rentable au fil des années. Je l'ai même revendu pratiquement le même prix que je l'ai racheté. Mais au final, il s'est payé de l'équité, tout ça, j'ai appris. Puis, justement, quand j'ai compris qu'il me restait de l'argent tous les mois, je me suis dit, s'il me reste 75$ par porte sur une porte, sur 2 portes, si je le multiplie puis j'en ai 100, il va me rester 7500$, puis ainsi de suite. Fait que j'ai comme compris qu'on pouvait acheter de l'immobilier, avoir un profit, qui est un profit aussi... C'est pas sur le dos des locataires. Là. Je veux dire, à un moment donné, les gens ont besoin d'habiter quelque part. Je leur offre un service. J'essaie de leur offrir un bon service, une belle qualité de logement, une belle qualité de service et tout ce qui vient avec. Puis, il nous reste de l'argent pour ça. C'est un métier. C'est de l'entrepreneuriat. Fait qu'il nous reste de l'argent. Puis moi, justement, aujourd'hui, j'ai multiplié ça. Puis, j'ai plus que 75$ par porte qui me reste sur tous mes logements. Aujourd'hui, je suis capable d'en vivre quand même très bien. Là. Est-ce que le 75$, c'est un genre de benchmark que tu t'es mis suite à cet achat-là? Comme un peu, parce que tu le répètes un peu souvent. Donc, c'est-tu quelque chose qui... Parce qu'on s'entend que souvent, les gens ils recherchent du ROI, ils recherchent un genre de rendement, mais avec premièrement, avec le tribunal administratif du logement, c'est difficile de pouvoir augmenter. L'optimisation est difficile déjà. Les loyers n'augmentent pas aux mêmes vitesses que le marché. Même avec une pénurie de logements, tu vois que c'est quand même... Ça reste difficile d'augmenter les loyers pour les propriétaires. Donc, ce 75$-là, c'est-tu quelque chose que tu as comme inventé toi-même ou comment tu as déterminé un peu ce montant-là? C'est ce qui me restait dans le temps. Fait que j'ai pris un peu, effectivement, ce chiffre-là, ça a collé. Puis aujourd'hui, je recherche plus... Ma moyenne par porte, je la recherche plus nécessairement. Je recherche des rendements globaux. Puis
moi, je le dis toujours avec les gens que j'accompagne maintenant ou dans ma chaîne, tu sais, c'est difficile de viser du cash flow et, mettons, une prise de valeur énorme. Souvent, il va falloir se positionner dans un marché qui soit off un plus que l'autre. Et moi, ben, dans mon marché puis dans ce que je recherche, je me suis toujours dit que je voulais du cash flow. Je voulais que mes immeubles, je voulais dormir facilement la nuit. Je veux pas être à côté. Je sais que s'il arrive un dégât, j'appelle le plombier, j'appelle l'électricien, puis j'ai pas à calculer mes chiffres à chaque fois puis à sortir de l'argent de ma poche. Ouais. Je voulais un cash flow positif de mes immeubles. Fait qu'aujourd'hui, mes immeubles, ils prennent pas énormément, ils prennent pas 30 % de valeur par année comme il y a eu pendant la pandémie, mais l'argent qui me reste au bout du mois me permet de vivre juste de ça si je veux, outre mes autres occupations. Là. Fait que c'est toujours ça que j'ai cherché. Et parce que ça me dégage un gros cash flow, je vais le dire, puis j'en suis fier, c'est que contrairement à plein d'autres, j'ai avancé sans même refinancer mes immeubles. J'ai toujours servi de mon argent et de l'argent de mes immeubles pour réacheter et j'ai pas refinancé dans le but de sortir une mise de fonds. Pas une fois. Une seule fois avec un partenaire, là, j'en ai ressorti, on a acheté un semi-commercial qu'on a transformé en logement. Okay. On a mis 120 000 dedans en l'achetant puis en rénovation. Fait que là, c'est la seule fois qu'on a refinancé. Mais une fois en 11 ans, c'est pas... Oui, j'ai jamais... La plupart des gens, c'est pas... Ça va contre-courant un peu au conseil que les gens reçoivent. Oui, là. oui. Même dans les livres populaires, là, que ce soit Trump ou d'autres choses, c'est utilise le levier, refinance tout de suite. Puis tu sais, je le cacherai pas que c'est un bon moyen quand même. Là. Ouais. Si tu le fais intelligemment, puis c'est un bon moyen, puis tu t'assures d'avoir un meilleur rendement que ce que tu utilises dans ton refinancement, tu vas pouvoir avancer. Puis peut-être que si je l'avais utilisé, je serais rendu à milieu de où je suis aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai un parc que je suis fier, que je suis capable d'en vivre, qui ne me prend pas trop de temps dans ma vie. Je suis endetté. Il faudrait que je fasse le ratio, là, mais je dois être mon parc global là, versus la valeur... Mettons valeur nette du parc. Valeur nette, mettons, valeur brute versus mon équité, là, je dois être à peu près à 35 %. Là. OK. Fait que, même la hausse des taux aujourd'hui, elle me fait mal. Là. Comme tout le monde, ça me coûte plus cher en intérêt. C'est de l'argent que j'aurais pu mettre sur rénover mes immeubles, améliorer la vie des locataires, acheter quelque chose de supplémentaire parce que c'est de l'argent qui me resterait dans les poches. Fait que ça me fait mal là, de dépenser des dizaines, je suis même à 100 000 de plus en intérêt seulement par année. Je veux dire, c'est énorme. Mais en même temps, ça ne me dérange pas trop parce que cet argent-là provient quand même de mes immeubles parce que mes prêts par rapport à la valeur de mes immeubles sont quand même très petits. Puis aujourd'hui, ma valeur nette, je l'évalue à peu près à 2,5 millions. Là. C'est quand même incroyable. Oui, c'est ça, tu sais. Puis le point à se rappeler, c'est que tu as commencé vraiment avec 10 000 3 350. 3 350 techniquement. Ça, c'est le chiffre que je me souviens par cœur. Oui. On avait un autre invité que lui avait oublié à son premier achat qu'il y avait un notaire et des choses à payer. Là. Il était vraiment, il a fait un peu la même chose. J'avoue là. que là, ça c'est juste le montant de mise de fonds. C'est ça, il y a des petits frais, mettons 5-6 000 transactionnels pour le premier achat. Mais le but, c'est de commencer là. Tu as utilisé l'effet de levier du marché, si on veut, là, qui a augmenté la valeur de la propriété. Tu as appris. Ça, c'est souvent qu'est-ce que on a souvent des clients, nous, qui viennent nous voir, puis ils sont déçus du fait qu'ils ont vendu après 5 ans, ils ont juste fait 25 000 $. Mais là, je leur pose des questions comme, mais qu'est-ce qui est arrivé, mettons, durant les 5 dernières années? Puis ils énumèrent, mettons, 50 histoires là, de fous là, par rapport aux locataires, par rapport à la construction, par rapport à la rénovation, par rapport à il fallait qu'ils aillent au tribunal. Je dis, finalement... ça aurait coûté combien, ça, en éducation? Là, si tu avais payé ça en cours, là, ça vaut beaucoup d'argent quand même. Maintenant, là, tu as fait de l'argent au-dessus de ça. Exact. Tu n'as quand même pas perdu. Tu t'es éduqué, puis là, tu peux appliquer cette éducation-là sur l'achat d'autres propriétés. Exactement. Donc, c'est pas toujours... Le ROI n'est pas toujours représenté dans l'argent. Le ROI peut être ça un l'est bien ROI éducatif. de mon premier achat, c'est un peu ça. Je l'ai gardé pendant 10 ans, 11 ans. Puis c'est ça, j'ai pas fait une tonne d'argent avec ça. Mais ce que j'ai appris, puis surtout... ce que j'ai appris que l'immobilier, c'était intéressant puis qu'il pouvait avoir une vraie rentabilité puis que ça pouvait être là. Sans avoir acheté cet immeuble-là, je serais peut-être pas du tout dans l'immobilier aujourd'hui. Puis j'aurais pas cette qualité de vie aujourd'hui que j'ai. Là. Ouais, pour les gens, mettons, qui sont dans la même position aujourd'hui, qui nous écoutent, qui ont un 5, 10, 15, 20, 30 000 $ d'épargne, ne sont pas propriétaires encore. Ouais. C'est quoi ton conseil pour eux? Est-ce que c'est d'acheter en région? Parce qu'on s'entend que si tu vis à Montréal, tu veux acheter un duplex à Montréal avec 30 000, je vais être le premier à dire, écoute, tu peux suivre toutes les formations que tu veux, là, mais les mathématiques, c'est impossible. À moins de trouver un partenaire. Effectivement. Il y a toujours des moyens, mais faut que ça... Moi, maintenant, j'accompagne des gens, mais je dis toujours... faut pas juste trouver un immeuble rentable. Il faut trouver un immeuble rentable qui te correspond à toi aussi. Fait que c'est quoi tes buts? Est-ce que tu veux te construire un parc immobilier? C'est pas la même réalité pour quelqu'un qui veut acheter 5 immeubles par année ou quelqu'un qui va en acheter 1 ou 5 ans. Il n'utilisera pas la même technique non plus, le même style d'achat. Fait que c'est important, effectivement, de se dire, est-ce que toi, tu veux des partenaires plus tard? Est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce que tu veux avancer seul? Fait que oui, il y a moyen d'acheter, mais de façon intelligente avec des partenaires et tout ça, parce qu'effectivement, avec 30 000, tu n'iras pas loin sinon. Oui. Mettons en région aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des opportunités? Il y en a encore, puis investir en région,
sais, c'est drôle parce que quand tu viens de Montréal, puis là, je fais une généralité, mais quand tu viens de Montréal, tu as l'impression qu'à peu près juste Montréal est bon puis que le reste n'est pas bon, tu sais. Mais c'est pas vrai, là. Pas du tout. Puis maintenant, il y a des gens de partout au Québec qui me parlent. Puis, je veux dire, partout au Québec, il y a des gens. Il y a des gens qui habitent quelque part. Il y a des gens qui doivent se loger. Puis oui, peut-être que le loyer est un petit peu moins cher, mais ton immeuble est 3 fois moins cher. Au final, ta rentabilité est meilleure en région que ce que tu peux avoir. C'est par contre la rentabilité sur le cash on cash. La rentabilité sur la prise de valeur potentielle va peut-être être moins là. Fait que ça dépend ce que tu vises. Mais ça te permet de rentrer dans le marché, gagner de l'expérience. Puis si tu n'es pas dans le marché, mais l'inflation continue à augmenter, augmente plus vite que souvent que ta capacité d'épargne. Donc, c'est littéralement le marché qui fait que tu es de moins en moins capable de potentiellement rentrer. Exactement. Puis c'est ça que je dis, c'est il y en a plein qui disent en ce moment, là, OK, là, les taux d'intérêt sont tellement élevés, je ne rentrerai pas dans le marché. Oui, mais si tu ne rentres pas en ce moment, mais que les taux descendent, tout le monde va vouloir rentrer, les valeurs vont refaire ça. C'est l'équilibre. Hein? Le marché s'équilibre. Les gens sont comme, ouais, mais là, je vais attendre que ça baisse. Mais si tu attends que ça baisse, effectivement, ben le prix aujourd'hui va simplement, qui te donne, mettons, un achat de 400 000, ben ce même prix-là va te donner un achat, ben les valeurs vont se restabiliser. Donc, ils vont remonter pour que ton même paiement donne la nouvelle valeur. Donc, finalement, à la fin de la journée... Tu achètes la même chose. Tu achètes la même chose. Tu es mieux de payer un taux d'intérêt plus cher pour un autre 2 ans puis acquérir une propriété de 50 000 ou 100 000 de moins que d'attendre 2 ans. Oui, ton taux d'intérêt est à 4 au lieu de 6. Je lance ça de même. Mais le problème, c'est que... Oui, puis en l'achetant aujourd'hui, ben éventuellement, dans l'espoir que les taux redescendent, ben ça va améliorer les chiffres de ton immeuble. La rentabilité, exactement. Puis tu vas profiter du gain de potentiel, de la plus-value sur l'équité et tout ça, puis qui va grandir. Donc au final, tu vas être dans une bien meilleure posture déjà que quelqu'un qui a attendu puis qui veut rentrer dans le même marché que toi. Oui. Donc l'effet, quand les gens demandent, mais timing, quand est-ce que je devrais rentrer dans un marché? Là, 20 ans. Il y a 20 ans, c'est ça. Oui, exactement. Hier. La réponse est souvent hier. C'est le plus rapidement possible parce que si ton achat est à long terme, t'es moins inquiet des passagers, des hauts, des bas. Mouvements des 6 prochains mois ou des 2 prochaines années. Tu achètes un immeuble. Un immeuble, normalement, à part si tu veux un flip. Là, tu as raison. Le flip, c'est très... Est-ce que c'est le temps de rentrer? Oui. Il faut que tu l'agisses, il faut que tu prévois parce que si le marché change dans 6 mois et tu veux le revendre dans 6 mois, là, tu peux te faire avoir. Exact. Mais effectivement, quand tu achètes l'immobilier, c'est normalement pour le long terme. Et le long terme fait que tu t'en fous. Là, sur 20 ans, là, ton taux d'intérêt de 6 aujourd'hui. Là, en 2043, là, tu ne te souviendras plus qu'en 2023, tu as payé 17 et que c'était dur. J'aurais tellement dû l'acheter 2 ans après. Là, ça ne marche pas de même, exactement. Donc, ça, c'est un excellent point. Donc c'est bon de parler du fait que tu as commencé avec juste ce montant-là parce que souvent, je pense que mes conversations avec beaucoup d'investisseurs qui veulent commencer, ils se font toujours dire, mais trouve-toi un partenaire. On va parler de partenaire. Trouve-toi un partenaire qui va te financer. Veux-tu que je te bonifie mon histoire de début? Parce que quand j'ai commencé, je t'ai dit que j'ai commencé en même temps travailleur autonome. Fait que là, j'avais pas de revenus. Là. Ben c'est ça. Moi, je voulais pas... on pouvait rentrer dans les normes hypothécaires, mais moi, dans ma tête, là, parce que là, c'est mon domaine, je me disais, écoute, il commençait de travailleur autonome, c'est sûr. Donc là, il était dans un genre de programme Alta là, ou quelque chose de même pas. Donc, explique. OK, donc, on va donner du contexte. Je vais faire ça parce que quand j'étais... je suis encore aujourd'hui très débrouillé, je suis encore très travaillant. Je pense que, je vais dire une phrase, puis après ça, je reviens à mes affaires. J'ai déjà parlé avec Serge Beauchemin, un des dragons. Puis dans ce temps-là, je faisais 80 heures semaine minimum. J'ai perdu mon ex dans le temps parce que je travaillais trop, je n'étais pas là pour elle. Puis l'idée, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré Serge, puis j'ai dit, tout le monde me dit que je fais des sacrifices, que je ne devrais pas faire ça. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que je le fais pour les bonnes raisons, je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai envie. Puis Serge m'avait dit, Rémi, être entrepreneur, c'est faire la vie que personne ne voudrait faire pendant 5, 10, 15, 20 ans pour ensuite faire la vie que tout le monde voudrait faire. Ouais. Fait que j'ai dit, moi, c'est pas des sacrifices, je suis juste en train de bâtir quelque chose pour plus tard avoir une vie différente. Puis c'est pas une meilleure vie, c'est une vie différente, c'est une vie que je recherche. Puis c'est ça, je travaillais énormément, mais là, je suis arrivé à la banque, puis j'ai dit, hey, je veux acheter un immeuble. Là, ils ont dit, OK, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis, je travaille autonome. Parfait, sur moi tes 3 dernières années. Je dis, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, exactement. Je viens de commencer, j'attends ma caméra. Ouais. Là, je venais d'acheter une caméra, je n'avais même pas reçu encore. Puis pour ceux juste pour expliquer pourquoi qu'on parle de ça, c'est que normalement, dans les marchés aujourd'hui, pour que tout le monde nous comprenne, ça prend en normal. Là, je généralise parce qu'il y a des exceptions et des programmes, mais normalement, c'est 2 ans de déclaration qu'on fait de moins de 2 ans. Il y avait un temps que c'était 3 ans. Mais donc, continue. Donc, c'est pour ça qu'à 2 semaines de travail autonome, là, il y a des alarmes qui sonnent, là, des lumières rouges qui flashent. Attends, là, ça ne marchera pas ton affaire. Oui, parce que moi, dans ma tête, je venais de commencer, mais tu sais, je suis arrivé à la banque, j'ai dit, hey, je vais être millionnaire dans 6 mois. Là. Je veux dire, j'ai commencé à travailler autonome. Là. Je travaille fort. Ben oui, je travaille fort, je vais avoir plein d'argent, ça va couler à flot, tu sais. Mais la réalité, c'est pas ça. D'ailleurs, la première année, je pense que j'ai fait genre 10 000 $ de chiffre d'affaires. Là. C'était même pas mon profit, c'est mon chiffre d'affaires. C'est ça, être entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ça commence toujours rough. Ce qui est arrivé, c'est que là, la conseillère, j'étais à la Banque nationale dans ce temps-là, j'étais allé cogner à la banque, puis elle m'a dit ça ne marchera pas, tu n'as pas de prêt.
t'as pas de job. Fait que j'ai dit, ben si je t'arrive avec un talon de paye, si je t'arrive avec, si je me trouve une job, est-ce que ça va marcher? Elle dit, peut-être, là, mais tu sais. Fait que finalement, en fait, je me souviens, là, je suis sorti de ma rencontre avec la Banque nationale. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai dit, je travaille avec mon entreprise. Fait que, je peux pas me trouver une job à temps plein. Je vais killer mon entreprise. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais aller travailler de nuit, quelque part. Fait que là, j'ai regardé les annonces et cherché de la place dans un couche-tard de nuit. Fait que la couche-tard de la ville voisine à côté où j'étais. Fait que je suis rentré au couche-tard. Je pense 2 jours après, j'ai appelé. Elle m'a fait l'entrevue. 2 jours après, je rentrais de nuit au couche-tard. Et 2 semaines après, j'ai eu mon premier talon de paye pour vrai. Je suis retourné à la banque. J'ai dit, regarde, j'ai une job. J'ai un revenu sécuritaire pour toi qui rentre. J'ai une lettre d'emploi. Ouais. Fait que j'avais mon boulot. Pas de probation. Ouais. Puis finalement, ça a pris un peu de négociation, puis un peu de volonté, puis tout ça. Mais je pense qu'elle le voyait dans mon tempérament. Puis dans ce temps-là, c'était peut-être plus des gens qui le rentraient, plus qu'un programme aujourd'hui qui calcule, mais j'ai réussi à l'acheter de cette façon-là. Puis finalement, j'ai gardé la job quand même pendant 6 mois parce que justement, être travailleur autonome, je me suis rendu compte que ça rentrait pas tant que ça d'un coup. Fait que j'ai comme gardé la job 6 mois où je travaillais une nuit dans un couche-tard, je faisais de jour mon entreprise, puis je gérais mon premier immeuble au travail de ça. Aïe, aïe. Quand même. Mais c'est ça, ma volonté d'avancer fait qu'aujourd'hui, justement, je suis rendu là, mais c'est pas parce que j'ai débuté avec énormément d'argent, c'est parce que j'ai débuté avec une volonté, avec de la persévérance, puis je pense que ça, tout le monde peut le faire s'ils veulent. C'est pour ça que je crois que tout le monde peut y arriver. Puis je dis tout le temps que l'immobilier, c'est fait pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour l'immobilier. Ouais. Fait que si toi, t'as pas cette vibe-là, puis t'es pas entrepreneur ou t'es pas là, c'est peut-être pas pour toi l'immobilier. T'es peut-être bien de le mettre à la bourse, puis de pas y penser, puis de continuer ta job de 9 à 5. Mais si t'es prêt à y aller, puis t'es dédié à y aller, t'as des possibilités d'avancer. C'est un bon point que tu touches, parce que quand on parle de l'immobilier, c'est parce que ça prend du temps investi. Là. Donc, souvent, les gens ont l'impression que je vais acheter l'immeuble, moi, je vais mettre 2 locataires, puis je vais juste collecter mon argent, même si c'est 75 $ que je ne vais pas avoir besoin de répondre, mais c'est vraiment une business. Là. On parle de service à la clientèle, on parle de disponibilité, tu as besoin d'une équipe de rénovation. On parle un peu de ça parce que souvent, les gens pensent que c'est pas comme la bourse parce que tu places ton argent, tu as un conseil ou même tu le fais sur Wealthsimple toi-même, tu le mets, tu regardes ça le matin avec ton café, puis après ça, c'est à peu près tout. Moi, je le regarde même pas, moi. Je pense plus. J'ai mis de l'argent là, je pense plus. Exactement. Je suis pas. La bourse, la différence, c'est que t'as pas. Tu peux pas modifier ton. Tu peux acheter et vendre, mais tu peux pas. T'as moins de contrôle. T'as pas de contrôle. Tu peux pas. Un peu de contrôle pour changer, mais en général, les index vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire. Tesla, il monte, t'es content, il descend, tu peux pas rien faire pour. Là, tu peux pas. Fait que, éventuellement, ce que j'aime de l'immobilier, c'est que c'est tangible, puis justement, tu peux donner de la valeur à ton immeuble de certaines façons. Tu peux optimiser les dépenses, optimiser les revenus. Fait que, tu sais, c'est tangible, mais tout ça va demander effectivement plus de temps. Ouais. Et, tu sais, quand on dit l'immobilier, c'est passif. C'est un revenu passif, mais ce n'est pas un travail passif pour autant. C'est un excellent point. Répète-le, ça. C'est un revenu passif, mais ce n'est pas un travail passif. Ça, on pourrait faire un short de ça. Oui, exactement. Mais l'idée, c'est qu'éventuellement, même si tu achètes puis tu as des partenaires, quoi que ce soit, il y a toujours des actions que tu vas devoir faire, des prises de décision. Et justement, tu vas devoir t'entourer d'une équipe si toi, tu ne veux pas faire tout seul. Et même qu'il y a des choses que légalement, tu n'as pas le droit de faire tout seul. Donc, tu dois être capable de t'entourer des gens et ça doit être considéré dans le processus. Donc, tu sais, ça va toujours être une chasse de OK, j'ai besoin d'argent d'un bar, j'ai besoin de liquidité, il faut que ça sorte de l'autre bar, puis il va falloir que tu jongles avec ça parce que c'est pas si facile que ça. Il y en a pas 1000 qui rentrent pour 2 qui sortent. Là. Ça s'équivaut normalement, là, à peu près. Là, fait que tu as besoin de jongler avec ça, puis quand même d'optimiser tes affaires, puis d'être à l'affût, d'être justement cohérent avec la finance pour comprendre un petit peu comment ça marche tout ça parce que tu as des calculs à faire. Oui, vraiment. Donc, l'argent immobilier, j'ai une question pour toi, l'argent immobilier. Oui. Donc, on a mentionné tantôt, il y a comme un genre de tabou au Québec pour parler de l'argent. Là, souvent, toi, tu parles d'argent tout le temps. Ouais. C'est pas un peu trop pour ma blonde. Est-ce que tu ressens ce tabou-là lors des commentaires? Est-ce que... Parle-moi un peu de ça, puis comment que cette mentalité-là, un peu de tabou d'argent, surtout au Québec, que je pense que ce tabou-là est présent un peu plus que le reste du Canada. Pour un petit pain, on l'a beaucoup ancré au fond de nous quand même. Là. On veut pas parler, on veut pas trop flasher. Puis là, flasher, c'est pas nécessaire, mais même si tu as du succès, tu essaies même presque de le cacher. Ben oui, parce que c'est ça, on est né pour un petit pain. Le succès, c'est t'as fourré quelqu'un quelque part. Du monde, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as profité. Mais au final, là, quand t'achètes au McDo, t'achètes ton truc, là, ben McDo, il est en train de faire de l'argent. C'est ton dos, là, si tu prends ça de même. Là, c'est pas différent. Puis le loyer, c'est pas vrai que tous les propriétaires sont des méchants propriétaires puis qu'on veut juste évincer le locataire pour faire plus d'argent. Mais éventuellement, c'est un entrepreneuriat, c'est un business. Il y a de l'argent qui doit se faire. Il y a de l'argent qui doit se faire pour que je puisse le réinjecter dans l'immeuble. Il y a de l'argent aussi qui doit se faire pour que je puisse en acheter d'autres, puis éventuellement être capable justement de t'offrir un meilleur service, de faire des meilleures choses, d'apprendre. Fait que, tu sais, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des autres. Et il faut dire aussi que quand il y a une augmentation de loyer, mettons, puis là, tout le monde crie partout, ben tu sais, les locataires, là,
je vais le dire comme ça, puis ça paraît très méchant, mais les locataires, là, ils sont locataires par choix. Des fois, c'est par choix imposé parce qu'ils n'ont pas l'argent de devenir propriétaire, mais ils sont quand même locataires par choix parce qu'ils peuvent acheter une maison. Éventuellement, tout le monde a accès à une maison, il faut de l'argent, mais tu sais, trouve l'argent puis achète-toi une maison si tu veux pas être locataire. Mais éventuellement, quand tu es locataire, ton loyer va augmenter. Mais quand tu es propriétaire, là, parle à des propriétaires aujourd'hui. Est-ce que le loyer a augmenté? Est-ce que l'hypothèque a augmenté? Est-ce que le coût d'entretien a augmenté? Les taxes, l'assurance. Les taxes, les assurances. Les assurances ont augmenté de 60 les 3 dernières années. Exact. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est en locataire et qui dit mon loyer ne peut pas augmenter plus que 2 par année, oui, mais va-t'en propriétaire puis tu vas subir une bien plus grosse hausse que ça au final. Fait que, tu sais, toute la vie augmente, l'inflation fait que tout augmente. Fait qu'au final, on n'est pas des méchants propriétaires parce qu'on continue à faire un profit sur le dos des locataires. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Tu n'as pas une entreprise au monde qui va dire, ben, tu as des organismes à but non lucratif, mais quand même, tu n'as pas d'entreprise lucrative au monde qui vont dire, bon, ben, moi, j'arrête de faire un profit puis je t'offre le même service de la même qualité. Là. Non, mais c'est ça. Mais ça marche, puis j'ai des immeubles aussi, là, puis souvent, la conversation que j'ai avec les locataires, c'est mais toi, chaque année, est-ce que tu demandes une augmentation? Tu aimerais ça avoir une augmentation pour ton salaire, j'imagine. Ouais. C'est normal. Le coût de la vie augmente. Exact. Donc, mais cette augmentation de ton salaire, elle vient quelque part. Dans le sens que la compagnie, elle, il faut qu'elle continue à faire du profit. Parce que si elle ne fait pas de profit, tu n'auras plus de job. Donc, elle doit donc augmenter ses prix. Et donc, quand tu viens pour acheter ce même produit ou service, de l'autre bord, mais il est plus cher. Donc, ça revient... C'est l'économie. Là. Tout va augmenter à chaque année. Ben oui, puis tu sais, pour finir sur ta question de est-ce que c'est tabou, puis tout ça, ben oui, je pense qu'il y a trop de monde qui associe encore l'argent ou le succès de l'argent si tu es une bonne personne ou non. Puis justement, si tu en fais trop, tu as fourré un peu quelqu'un ou tu n'en fais pas assez puis tu n'es pas une bonne personne. Parce que, mais tu sais, au final, là, moi, je valorise bien plus le fait que fais ce que tu aimes dans la vie. Fais quelque chose qui te permet d'être heureux, puis après ça, l'argent suivra. Puis si tu es heureux avec 40 000 par année, tu es heureux. Puis si tu as besoin de 300 000 par année, ben peut-être que si tu es capable de l'avoir, tu vas être heureux. Peut-être aussi que tu vas te rendre compte qu'avec 300 000 par année, tu n'es pas plus heureux. Là. Exact. Fait qu'à un moment donné, fais ce que tu aimes dans la vie. Concentre-toi là-dessus. Puis si pour toi, l'argent, c'est un moyen d'amener vers ce que tu aimes, ben trouve des moyens de l'accomplir. Puis l'argent, ça a toujours été pour moi une collatérale, puis ça a toujours été un moyen pour moi d'avoir une liberté, mais pas une richesse, puis de dire je suis meilleur que toi, parce que c'est pas parce que je fais de l'argent que je suis meilleur que toi, je suis juste différent, puis j'ai entrepris des chemins différents. Puis à l'école, on n'apprend pas l'argent, on n'apprend pas comment ça fonctionne. Fait que tu peux pas te lancer toi-même puis dire OK, je sais comment ça fonctionne, puis je vais tout faire. Tu sais, il va falloir que tu apprennes quelque part. Puis moi, j'ai juste pris ce chemin-là d'apprendre, de toujours être en croissance personnelle, on va dire, d'apprendre sur moi-même, pas juste sur l'immobilier, pas juste sur la finance, mais d'apprendre sur tout. Puis c'est comme ça que ma valeur augmente en tant que personne, que je peux charger plus cher à mes entreprises quand je fais de la vidéo, que je peux augmenter les loyers d'une certaine façon, tout en amenant de la valeur au locataire. Je ne le fais pas au détriment du locataire. Ouais. Si quelqu'un est prêt à payer pour X, ça veut dire que ça vaut X. Oui, exact. C'est littéralement la valeur de quelque chose. Ah, ça vaut pas. Tu sais, les gens vont souvent dire, ah, ça vaut pas ça. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter? Oui. Donc, ça vaut ça. Ouais. C'est littéralement le marché qui parle. Là. Si tu n'es pas capable de vendre quelque chose, ben, ça veut dire que ça ne vaut pas ça. Mais s'il y a du monde qui l'achète encore, mais... Ben, l'inflation est comme persistante un peu à cause de ça en ce moment. C'est que je pense que tout le monde est comme en train de se dire, mon Dieu, tout coûte plus cher, ça n'a pas de sens. Mais le monde continue à l'acheter pareil. Fait que tant que tu continues à l'acheter, les prix, ils ne se stabiliseront pas. Je veux dire, tu n'es pas plus fou qu'un autre. Si tu le vends 10$, puis ça se vend, puis si tu le vends 15$, puis ça se vend encore, ben, le gars, il ne le revendra pas 10$. Là. Exactement. Fait que, si les gens arrêtaient d'acheter juste parce qu'ils veulent acheter puis flasher ou quoi que ce soit, ben, il y aurait bien des choses qui se stabiliseraient. Là. Exact. Des prix de restaurants, d'automobiles, tu sais, c'est... Ah, ça coûte trop cher, mais c'est parce que les autos se vendent comme des pains chauds. Là. C'est... Pourquoi qu'ils baisseraient le prix? Là? Ça se vend quand même. C'est un excellent point. Puis moi, j'ai toujours dit aussi, quand je dis que quelque chose est trop cher pour moi, c'est pas en valeur monétaire. Tu sais, j'ai 2 Tesla maintenant. Puis, tu sais, des Tesla, on s'entend, ça coûte cher. Ouais. Puis, des fois... ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, le monde, ils font comme, bon, mon Dieu, Rémi, tu sais, je trouve qu'en ce moment, là, je trouve que le fromage coûte cher. Le fromage a extrêmement augmenté. Puis, je trouve que ça coûte cher. Puis là, ils font comme, ouais, Rémi, t'as 2 Tesla dans le cours, puis tu veux pas acheter un bloc de fromage à 10$ tu sais, pour un sac de fromage. Je suis comme, OK, mais je trouve que c'est pas la valeur monétaire que je trouve qui coûte cher, c'est la valeur du bien-être ou du bonheur que ça m'apporte. La Tesla, je suis content de le conduire sur le conduite autonome puis de ne pas avoir à conduire puis ça m'apporte ailleurs. Tandis que le fromage, il va être mangé puis 5 minutes après, je l'oublie. Fait que des fois, je trouve que le fromage est cher. J'en achète pareil parce que c'est bon. Malheureusement, j'en achète un peu moins que j'en avais parce que je veux que ça redescende, justement. Ouais. Mais je trouve que, justement, c'est pas nécessairement une valeur de l'argent que ça coûte, mais c'est par rapport au bonheur qu'elle nous apporte. C'est toujours comme ça que j'ai calculé, moi, la valeur d'une chose. Là. Pour ça. Oui, parce qu'il y a l'aspect valeur de, oui, ça se
motivant, mais il y a l'aspect aussi, qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, tu sais, comme tu dis, toi, c'est le fromage, là. Donc, qu'est-ce que le fromage m'apporte autant de bonheur que, mettons, ma voiture? Là, on est vraiment dans le deux bizarre. extrêmes, On parle de fromage et de Tesla, là. Mais bon, c'est correct, ça va faire un genre de choses bizarres quand on fait le montage. Écoute, c'est vraiment intéressant. J'aimerais parler de ton... À cause que tu as du succès ou peut-être à cause que tu as vécu beaucoup d'expérience en immobilier. Tu as ta chaîne YouTube, les capsules. Là, tu as commencé à un volet, on avait parlé de ça tantôt, un peu d'éducation, un volet coaching, si on veut. Ouais. Donc, parle-moi un peu de ce volet-là. Qu'est-ce qui t'a motivé de commencer ce volet-là? Puis aussi, qu'est-ce qui différencie un peu? On parlera un peu de ça, parce qu'il y a beaucoup de coaching qui existe. Là. C'est le trend en ce moment, là, coach de vie, coach de... Tout le monde veut être coach de quelque chose. Faire de l'argent en ligne en étant coach. Oui, c'est ça. En étant influenceur, coach. Et puis, donc, parle-moi un peu de là maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à ces formules-là ou ces cours-là? En fait, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai dit, c'était juste dans le but de ne plus répéter les mêmes choses. Donc là, j'ai commencé, j'ai affiché, puis je me suis rendu compte que justement, ce que je disais ou de la façon que je le disais, il y avait de plus en plus de personnes qui accrochaient. J'ai jamais visé d'avoir 10 000 abonnés ou un nombre précis d'abonnés, mais je me suis dit, ça va grossir tant que ça grossira. Tu t'amusais. Ben oui, je m'amusais. Puis, les gens ne réalisent pas, mais les capsules que je fais, je suis pas. Là, tu vois, question-réponse, là, ça va, orateur devant l'écran, mais quand je suis tout seul, mes capsules sont toutes écrites. Écrites parce que je veux m'assurer d'avoir de la valeur dans mes capsules, d'apporter une plus-value à ceux qui l'écoutent. Donc, je ne me lance pas comme ça en disant, OK, je vais faire une capsule de 12 minutes, puis ça dure 12 minutes, puis ça finit là. Une capsule, pour moi, là, c'est à peu près 8 heures de travail. Puis c'est vrai parce que ça va me prendre à peu près 3-4 heures l'écrire. Ça me prend 1 heure à la filmer, puis à peu près 2 heures la monter, puis 1 heure la mise en ligne, puis l'optimisation, puis ces affaires-là. Ça dure combien de temps, mettons? Ça dure à peu près entre 8 et 12, mes capsules. Pense-y, là. 8 minutes, donc à peu près 1 heure par minute. À peu près, là, tu sais, grosso modo. Là. Quand même. Puis tu sais, c'est difficile, faut que je les prévoie d'avance parce que c'est difficile de dire, je me lève le matin, j'écris la capsule, je la filme, je fais le montage, puis je la mets en ligne pour le soir, mettons. C'est difficile de faire ça. Je le fais de temps en temps, mais je veux dire, il faut que tu sois dans le mood, puis c'est 3 moods différents d'écrire, de filmer, puis de monter. Ouais. Parce que je fais tout moi-même, j'ai pas d'équipe avec moi. Fait que tu sais, ça me prend à peu près 8 heures par capsule, puis je le fais vraiment par plaisir, je le fais pour aider les gens, puis j'essaye d'apporter le plus de valeur. Mais malgré toute la valeur que je peux apporter sur ma chaîne, il y a plein de gens qui apprennent, mais qui ne sont jamais capables justement de faire le petit saut réellement parce qu'ils ont encore des craintes, ils ont encore des peurs, puis ils ne se font pas confirmer personnellement leur situation. Fait que là, de plus en plus, les gens m'écrivaient « OK, Rémi, regarde, je viens d'écouter telle capsule, ça parle de telle affaire, je veux l'appliquer pour moi, mais est-ce que je peux le faire? » Puis là, j'étais comme au début, je répondais à tout le monde. Puis d'ailleurs, j'ai répondu à tous les commentaires sur ma chaîne YouTube, je les réponds personnellement. Depuis 3 ans, j'ai répondu à tout le monde. C'est une job. Oui, c'est une job. Là. Oui, vraiment. Ouais. Mais maintenant, c'est ça. Les gens me posent des questions. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à aider tout le monde. Tu sais, au début, j'en avais 1 par semaine qui m'écrivait. Puis là, à un moment donné, c'était 2 par semaine, 3 par semaine. Puis là, de temps en temps, il n'y en avait pas. Puis à un moment donné, il y en arrivait 10 dans la même journée. Puis je suis comme, mon Dieu, à un moment donné, c'est une job, mais à un moment donné, si je fais ça, je le fais au détriment de mes autres affaires aussi. Fait qu'à un moment donné, je veux avoir une qualité de vie. Puis je veux. Fait que. J'ai commencé à faire un peu des formations ou de l'accompagnement maintenant, une banque d'heures, entre autres, que les gens peuvent acheter, dans le but de vraiment venir confirmer leurs affaires. Puis, tu sais, mon but, c'est toujours de rendre les gens plus autonomes que ce qu'ils sont. Donc, qu'ils soient confiants d'en remplir un calculateur Excel pour calculer les immeubles. Puis, pas juste de rentrer les chiffres, mais de comprendre comment ça fonctionne pour qu'ils aient confiance au résultat qui va sortir de ça pour qu'ils puissent prendre une décision réelle et non pas juste, bon, il est à perte, il est à cash flow positif, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, mais qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Globale aussi. Globale. Puis dans ma banque d'heures, souvent, on réussit peut-être à acheter avec les gens. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'ils ont acheté, je me rends compte que c'est là les vraies questions qui arrivent parce que là, on n'est plus dans le théorique de on change des chiffres dans un tableau Excel. Non, c'est ça. Là, tout d'un coup, on a acheté, on a des vraies actions à faire, puis ça va donner des vrais résultats. Là. Fait que là, tout d'un coup, comment qu'on fait ça? Puis là, le locataire, il m'est arrivé avec ça, comment je fais pour le faire? Puis fait qu'au final, la banque d'heures permet de faire ça. Puis aussi, moi, dans mon cas, j'ai entre autres des maisons de chambre. Et des maisons de chambre, ça permet d'obtenir un cash flow intéressant parce que tu vends au pied carré, ton immeuble est beaucoup plus rentable que si tu étais en logement. Fait que j'ai sorti une formation dédiée sur les maisons de chambre pour les gens qui veulent se lancer là-dedans. Puis j'appelle ça aussi de la densification douce. Les villes commencent à aimer ça parce qu'ils ont tellement plus d'espace, qu'il n'y a plus de construction qui se fait. Fait que maximiser l'espace d'un immeuble intérieur, mettons, sans nécessairement tout refaire, ben, ça permet de rentrer plus de monde, d'avoir plus de monde qui vont aller à l'épicerie, d'aller au restaurant, puis tout ça, sans nécessairement changer toute ta ville d'un coup. Fait que ils commencent à comprendre que là, c'est intéressant. Puis les entreprises, moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui me louent des immeubles au complet pour faire rentrer leurs travailleurs. Ça, c'est un créneau qui est intéressant. Puis j'ai fait une formation vraiment dédiée là-dessus pour ceux qui veulent se lancer. Ben là, ils ont toutes les informations nécessaires pour exploiter une maison de chambre. Oui, exact. C'est intéressant parce que les maisons de chambre, du côté bancaire, ce serait vraiment le fun que
un peu plus de d'ouverture, ouais. que ce soit même la location court terme. Là, ça, c'est les deux affaires où est-ce qu'au niveau bancaire, au moins, pour il n'y a ceux pas qui de nous sécurité écoutent, là, pour eux. c'est ça. Vous allez rencontrer un peu plus on va appeler ça des challenges au niveau bancaire, là, maison de chambre, puis location court terme. Donc, ça prend un peu plus de... Mais tu vois, je te dis un petit truc que je fais dans ma formation, mais maintenant, moi, justement, il y a beaucoup d'entreprises qui me louent et je fais un bail avec l'entreprise de 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que quand j'arrive à la banque, maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts parce que ce n'est pas une maison de chambre louée à 3 personnes, pas de bail qui peuvent partir n'importe quand. Fait que quand j'arrive avec un bail solide comme ça, un contrat avec l'entreprise, ben là, tout d'un coup, le financement est plus facile. Fait que c'est un des trucs que je donne, entre autres. C'est intéressant pour ceux qui nous suivent parce qu'il y a beaucoup de gens. Le Canada fait rentrer beaucoup d'immigrants. Donc, on parle de 1,2 million. Donc, on est le numéro 1 au G7 de loin. Et puis, donc, ces gens-là viennent pour travailler souvent, puis ont besoin de logement. Donc, et souvent, un avantage pour faire rentrer des travailleurs, ben c'est une compagnie qui pourrait dire, mais moi, j'ai déjà ça arrangé, là, j'ai un immeuble. Donc, il y a une opportunité, je pense, dans cet espace-là en ce moment. Là, ben oui, puis moi, ça l'a fait, sans dire que je suis le sauveur de ma ville, loin de là, mais ça l'a fait grandir des entreprises ou ça l'a stabilisé des entreprises qui étaient dans mon coin parce qu'ils cherchaient du monde. Puis les gens étaient pas capables de se loger, fait qu'ils repartaient, ils venaient pas travailler. Fait que moi, en tout, dans les chambres que j'ai, puis les entreprises qui sécurisaient des chambres, ben là, ils arrivent, puis après ça, différentes entreprises exploitent de différentes façons, mais il y en a entre autres que ils arrivent, eux, l'entreprise paye la chambre, mais ils disent, mettons, t'es là pendant 3-4 mois. Fait que là, après ça, ils ont le temps de chercher quelque chose, se revirer de bord, trouver une autre solution. Puis là, ils partent, puis un autre rentre. Fait qu'eux autres, ils ont toujours la chambre avec du monde qui roule en rotation. Mais moi, mon client, c'est le même, puis la chambre est toujours payée. Ça leur amène une sécurité un peu par rapport à la gestion de leurs travailleurs. Là, parce que c'est sûr, pour eux, c'est stressant. S'il n'y a pas de travail, ils peuvent perdre la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, en ce moment, reste encore. Oui, puis ils perdent serrée. des contrats. Parce que dans mon coin, les entreprises, il y en a plein là, qui ont des contrats pendant les 2-3 prochaines années, mais qui sont plus capables d'en prendre parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre pour le faire. Donc là, ils veulent embaucher, mais ils n'ont pas de logement. Fait que personne n'arrive. Là, tu vas avoir un autre petit sauveur de la ville de Victo. Là. Non, c'est ça. Ils vont donner de la clé de la ville bientôt. Là. Je ne veux pas m'appliquer ce titre-là, mais je pense que concrètement, au fil du temps, ça a quand même beaucoup aidé. Là. C'est quand même bien. Tu fais une réputation, c'est une autre affaire. Le plus que tu travailles bien comme entrepreneur dans un secteur, le plus que les compagnies vont te connaître, les gens avec qui tu peux collaborer. Ouais. Donc, c'est quand même des bons points également. Donc, parle-moi, donc ces formations-là, l'accompagnement, est-ce que c'est juste des banques d'heures ou est-ce que tu as des différentes formations que tu donnes ou c'est plutôt général, achète-moi 5 heures, achète-moi 10 heures? Comment ton format, c'est quoi? J'ai la formation sur la maison de chambre, proprement dit, qui est accessible. Ça, c'est en vidéo seulement. Donc, c'est une formation que j'ai filmée et que je suis même en train de finir de filmer parce qu'il y a beaucoup de capsules dedans puis c'est prenant. J'ai aussi mon fichier Excel, mon calculateur que je mets. Puis mon calculateur que je fais, je le vends parce que les gens ont besoin de quelque chose au lieu de calculer sur un bout de papier. Mais c'est pas aussi d'autres entreprises en immobilier, on les nommera pas nécessairement, mais tu sais, ils en ont plein, ils appellent ça des crunchers, puis ça prend la chose sur les 20 prochaines années, puis là, tu rentres ton taux d'inflation potentiel, ton taux de prise de valeur, d'augmentation de loyer, puis tu sais, c'est toutes des choses que tu changes de 0,1 ta virgule, puis ton résultat dans 20 ans, il va être totalement différent. Mais quand tu commences, puis tu n'en as pas d'immeuble, tu veux juste acheter un duplex, là, faut pas que tu commences à regarder dans 20 ans parce que tes chiffres que tu vas mettre en projection, tu les connais pas, tu sais pas comment les mettre là, puis ta projection, c'est sûr qu'elle sera pas bonne. Là. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, même quelqu'un qui est habitué, projeter sur 20 ans, ça va être bien différent. C'est-à-dire de projeter sur 3. Oui, bien c'est ça. Fait qu'au final, moi, mon calculateur, il te donne un portrait global d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est à cash flow positif? Est-ce qu'il est à cash flow négatif? Est-ce qu'il va te permettre de dégager... Peut-être que tu as 100$ par mois à mettre sur ton immeuble, mais si tu en as 1000 par mois qui retournent sur ton équité, ben, tu es juste un peu en train de faire de l'épargne forcée. Tu n'es pas nécessairement en train de gaspiller de l'argent. Exact. Fait que ce calculateur-là, il te permet de faire ça. Fait que ça, il est en vente. J'ai ma formation vraiment sur les maisons de chambre, ça, c'est une vidéo. Et maintenant, j'ai une banque d'heures qui, là, est un 12 heures, en fait, qu'on peut prendre ensemble. Puis les gens peuvent le prendre 12 heures dans un mois ou sur un an. Donc, c'est une banque d'heures sur un an. Tant qu'ils veulent. Puis s'ils veulent le renflouer, c'est comme un genre de... C'est ça, il y en a qui sont rendus à carte de crédit immobilier, éducation immobilier prépayée. À peu près, c'est ça. Puis là, il y en a qui sont rendus à leur deuxième banque d'heures. Puis, éventuellement, je suis en train de mettre ça en place. J'ai fait le gabarit, j'ai commencé à écrire certains modules, on va dire, dedans. J'ai 72 vidéos que je veux faire dans une formation très, très complète sur comment acheter un premier immeuble. Puis écoute, je vais même te dire une primeur. Ça, c'est le plus important pour tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Ah, je te dirai pas le nom de mon programme parce qu'il n'est pas encore prêt à sortir. Tu me le diras. Je veux pas que ça sorte quelque part que quelqu'un me le vole parce que je trouve que le nom du programme est quand même très bon. Je te dirai pas. Et ça s'en vient. Mais l'idée, ça va être d'acheter un premier immeuble, puis ça va être se concentrer sur acheter
tu sais, il y a beaucoup de formations qui font comme tu vas devenir investisseur immobilier. Tu vas avoir 100 portes, 200 portes, puis tu vas devenir un investisseur immobilier. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui veut juste acheter, avoir un quadruplex, puis dire, regarde, ça, là, je l'achète, je suis intéressé, je suis intéressant, je suis capable de calculer, puis il va me servir à ma retraite. Là. Puis je veux pas nécessairement devenir investisseur immobilier avec 500 portes, puis dire que je lâche ma job absolument, puis que je vais faire ça de ma vie. Mais juste avoir un pied dans l'immobilier, puis effectivement, si tu aimes ça, puis tu es capable de gérer des locataires, tu es capable de gérer un immeuble, bien, tu continueras après. Ouais. Mais l'idée, c'est que c'est pas la même réalité d'acheter un quadruplex puis de dire, regarde, je vais me servir de ça, ou de dire que là, tu veux devenir investisseur, puis tu vas aller dans les APH Select, puis toutes ces affaires-là, puis là, tu vas devenir super compliqué. Tu sais, à un moment donné, il y a bien des choses que tu n'as pas besoin de savoir pour acheter un quadruplex, mettons. Ouais. Fait que l'idée, ça va être concentré sur vraiment acheter comme débuter en immobilier. Ton premier, et non pas devenir investisseur immobilier. Ça va être de commencer en immobilier. Ça va être ça ma prochaine formation qui s'en vient. Puis je vous dis, c'est ça, c'est pacté avec de l'information. Je vais aussi avoir des rencontres avec des notaires, des avocats, des choses comme ça pour pouvoir donner. Tout ça, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. À combien, je ne sais pas, parce que j'ai une vie. Je ne peux pas me dédier à 100% là, à tous les jours, 40 heures semaine là-dessus. Mais c'est en train de se faire. Ça va être des modules que les gens. Ça va être tout préfait ou. Oui, ça va être préfet, puis il va probablement avoir une espèce d'accompagnement en groupe. Genre de banque d'heures inclus. Une espèce d'accompagnement en groupe, mettons qu'une fois par semaine ou une fois par mois, tout le monde va pouvoir se connecter puis poser ses questions. Session de coaching en groupe, mettons. Ouais. Fait que tu vas avoir vraiment toutes les infos, mais justement, pour faire les petits sauts encore, puis vraiment passer à ta question, d'avoir ta réponse précise, là, il va y avoir de l'accompagnement en groupe. Là. Encore mieux en groupe, parce que des fois, il y a des questions. C'est ça, c'est les questions qui sont plus importantes souvent que les réponses. Exact. Et j'ai pas pensé à ça, bonne question. Puis là, OK, c'est quoi la réponse? Exact, c'est ça. C'est quand tu es en groupe, souvent, ça l'améliore le résultat à la fin, parce que tu as 10 têtes ou 12 têtes versus juste une qui vivent différentes expériences. Ouais. Là, tout le monde collabore pour aller dans la bonne direction. Oui, puis les sessions de groupe vont être enregistrées. Fait que, tu vas pouvoir aussi réécouter après. Tu te dis, mon Dieu, ça passait vite, ça a été 1 heure, puis j'ai assimilé plein d'affaires, mais je les ai toutes perdues parce que ça va vite. Mais là, tu vas pouvoir réécouter aussi la session directement. Là. Exactement, parce que là, des fois, c'est ça. L'information passe. Tellement d'informations, tu es comme, OK, attends, il faudrait que je regarde ça encore une fois. Là. Donc là, exact. Tout enregistré. Ouais. Intéressant. Donc, parlons notamment du marché et du coaching, life coaching, que ce soit life coaching, coaching immobilier. Tu parlais tantôt, je ne suis pas influenceur, même si moi, je pense que tu es un influenceur, mais du bon côté. Du bon côté, là, on va dire ça. Tu es un Jedi au lieu d'un Sith. Là, on peut dire, là, je suis vraiment nerd, là, mais on parlait tantôt que, puis moi, j'en connais plein qui chargent une fortune. Une vraie fortune. Tu m'as conté une histoire, là, donc là, on nommera pas de nom, ça sert à rien, mais parle-moi un peu de l'histoire que tu as vécue là, par rapport à juste parce que tu voulais juste voir c'était quoi. Là, à peu près 6 mois, 1 an, là, je vais peut-être changer de nom, mais souvent, là, si quelqu'un qui vend des formations, il voit un Bob passer, là, c'est peut-être moi. Là. Parce que tu n'es pas obligé d'écrire ton vrai nom quand tu t'inscris une infolette. Là. Fait que des fois, c'est Bob. Mais l'idée, c'est que je me suis fait passer pour un acheteur potentiel d'une formation. J'ai dit quand même ma vraie réalité du moment, c'est-à-dire que j'ai quand même plusieurs portes. Une vraie situation, mais sous une fausse identité. On va dire ça comme ça. Et t'es comme le JE de l'immobilier. Fait que le formateur, il a dit c'est bon, tu sais, je vais prendre la situation, je te reviens parce que bon, tu sais, on fait de l'accompagnement, mais peut-être toi, tu es prêt pour aller plus loin, mettons, puis tout ça, puis tu sais, on va essayer d'aller vraiment autre part. Fait qu'il me revient 2-3 jours plus tard. Puis d'ailleurs, c'était pas je parlais pas avec le formateur proprement dit. Là, je parlais avec quelqu'un de son équipe. Okay. Fait que tu sais, moi, tu me contactes, là, c'est vraiment moi en arrière. Là, soit par écrit, soit par appel. Là, c'est vraiment moi qui te réponds. Puis un jour, je sais pas si j'aurai une équipe parce qu'éventuellement, il faut offrir un service. Puis il faut être capable de le faire. Mais l'idée, c'est que quand moi, je contacte X personnes, puis que c'est son adjointe qui me répond, puis que je suis jamais capable de parler avec la personne, déjà, je suis un peu déconnecté. Moi, c'est très vrai ce que je fais. Mais l'idée, c'est que là, je contacte la personne, il me revient 2-3 jours plus tard, puis il dit, regarde, Rémi, pour toi, là, pour ta situation, tu es prêt à aller un step plus loin. Écoute, l'accompagnement, là, ça va coûter 30 000 $. Là, j'ai fait 30 000, OK. Puis là, il dit, en plus, là, je pense qu'on pourrait te faire ça en plus. Là. Puis là, à 50 000, mettons, ça serait final, tu arrêtes vraiment de l'accompagnement pendant 50 000 $. Ouais. Net. Ça, c'est net en passant. Là. Donc, pour ceux que c'est ça, plus taxes. Donc là, on est à 57 000, 58 000. Ouais, net. Donc, net. Donc là, pour ceux qui ont un taux marginal de 50 il faut que tu fasses 100 000 $, brut juste pour le payer. J'imagine que tu as hâte de le rentrer dans les dépenses rendu là. Mais... Ben, tu peux le rentrer dans les dépenses. Ça dépend. Ça dépend si tu as des résultats. Attends, là, c'est parce que si tu commences, ça dépend. Est-ce que tu as des dépenses? Non, c'est ça. Je veux dire, dans mon cas, j'aurais pu le rentrer dans les dépenses, mais quelqu'un qui commence en immobilier, qui n'a jamais eu d'immeuble et qui n'en aura pas suite à la formation, ben, il ne pourra pas le rentrer parce qu'il n'aura pas fait de bénéfices par rapport à sa formation. Exactement, c'est ça. Donc, si tu commences l'immobilier et il te demande 15 000 $, 20 000 $, il n'y a pas de dépenses là-dedans. Là. Il va falloir que tu achètes ton immeuble pour
réussir à rentrer. exactement. D'ailleurs, j'ai accompagné quelqu'un la semaine passée, puis c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on a acheté une formation, je dirais pas de nom, mais ça a coûté 6 000 $. Et ils n'ont pas acheté suite à la formation. Ils ont acheté ça en 2020, je pense qu'ils n'ont toujours pas acheté maintenant. Donc, le 6 000 $, ils s'étaient fait dire, c'est facile, tu le rentres dans les dépenses, puis ça va rentrer. Mais ils n'ont jamais eu d'immeuble. Il faut que tu aies des revenus pour le rentrer dans les dépenses. C'est ça, tu peux pas juste dire, je dépense, puis il n'y a pas de revenus d'associés. C'est pas un REER, là. Non, c'est ça. Ah, non, c'est fait ça. que l'idée, c'est que quand il m'est arrivé avec le 30 000, j'ai fait, OK, premièrement, du monde comme ça, je me dis, c'est facile, là, ils sont rendus à 2000 portes. Là. Mais tu sais, c'est facile quand tu prends 30 000 d'un bar qui rentre, que tu fais une couple d'heures de coaching avec ou tu fais une coaching en vidéo que tu as déjà fait plein de fois. Tu sais. Fait qu'au final, il peut bien, lui... Si t'en 10 personnes qui payent 30 000, tu as 300 000 $, tu viens juste d'arriver dans ton prochain immeuble. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est facile d'avancer quand tu as une grosse source d'argent à côté qui rentre. Puis l'autre chose, c'est que aussi, moi, mes prix... Éventuellement, il faut que je sois capable d'en vivre parce que, comme je disais, mes capsules prennent beaucoup de temps. Puis maintenant aussi, je fais du temps littéralement avec les gens en accompagnement. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable d'en vivre. Puis c'est vrai. Puis mon but, c'est toujours aussi d'apporter tellement de valeur que tu vas avoir un retour sur ton investissement. Ouais. Mais là, rendu à 50 000, je trouve ça difficile d'avoir un retour. Puis l'autre chose, c'est que quelqu'un qui commence dans l'immobilier ou qui veut aller plus loin, qui est prêt à mettre 50 000 sur la table, il faut t'en mettre de l'argent de côté là, pour être capable de dire je mets 50 000, mais il me reste de l'argent parce qu'en immobilier, ça prend de l'argent pour acheter, là, qu'elle vienne de toi ou d'un autre. Si tu as 150 000 puis tu mets 50 000 pour la formation, c'est parce qu'il te reste tu viens juste de manger 33 de ta mise de fonds, ton injection de cash. Là. Fait que tu viens d'améliorer la situation du gars qui va te donner la formation, mais toi, tu viens de la détériorer beaucoup là, quand tu es rendu à 50 000. Là. Exactement. Fait que, moi, mes prix sont là pour avoir une certaine valeur, une justification, il faut que je sois payé. Puis c'est aussi, il ne faut pas que ça soit 100$ non plus la formation, parce qu'à 100$, je l'ai déjà fait au début, là, je faisais pas une banque d'heures, je faisais t'achetais une heure, mettons. Mais là, je faisais ça à 100$. Puis le monde, il passait 100$, c'est cool, mais après ça, je leur donne des coups de pied, mais si tu te lèves pas puis tu passes pas à l'action, ça donne rien. Puis là, il faisait comme, bon, j'ai perdu 100$. Là, j'ai passé une heure avec Rémi, j'ai perdu 100$. On s'en fout un peu, puis il passait pas à l'action. Là, tout d'un coup, quand j'ai fait la banque d'heures, puis c'est un commitment de dire, regarde, je mets de l'argent, je veux un retour sur mon investissement, puis en ce moment, je sais pas si ça changera, mais en ce moment, ma banque d'heure est 1 500$. Fait que c'est pas énorme non plus. Non. Mais quand tu mets 1 500$, tu veux quand même avoir une espèce de retour sur ton investissement, puis c'est juste assez pour te... Assez pour te motiver, mais assez pas... pour te botter les fesses, mais pas pour te bloquer, pas pour dire que tu as 10 000$, tu t'en mets là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que l'idée, c'est juste de dire, tu sais, botter les fesses. Puis moi, de mon côté, ben, ce 1500$-là, j'essaie de le réinjecter dans mes capsules puis dans mes affaires. Jusqu'à maintenant, là, je verrai, parce que si ça tombe en démesure, peut-être que je vais tomber le gars qui fait plus d'argent. Mais tu sais, c'est pas ça que je veux. L'idée, c'est de dire, cet argent-là, j'essaie vraiment de la séparer puis de me dire que je continue mon immobilier de ma manière parce que je suis encore sur le plancher des vaches. Là, on est vendredi, c'est ça? C'est ça. Lundi là, ou mardi. Techniquement, on est mardi, mais c'est correct. Là. Oui, c'est ça. Écoute, c'est ça la beauté des vidéos. Hein? Voilà, c'est ça. On est le jour que vous écoutez le vidéo, finalement. Exactement. Ben, v'là 3 jours. J'arrête de dire ça demain. V'là 3 jours, j'étais vraiment sur le plancher des vaches et j'étais habillé avec du linge de peinture. J'ai changé des thermostats. J'ai fait du plout. J'ai fait une couple d'affaires dans mes immeubles. Mon petit gars, je le dis pas bien, j'essaie de pas trop parler de ma vie privée, mais mon petit gars, il s'est cassé une jambe. Il s'est cassé le fémur là, un mois. Là. Ça fait 2 semaines qu'on est sorti de ça. Il a recommencé à marcher en fin de semaine. Là. OK. Puis, c'est un gros... Ça, c'est l'os. Oui, puis il y a eu un plout là, d'ici ouais, à là. C'était vraiment énorme. Là. Puis c'est moi qui ai resté à la maison avec lui. Ma conjointe continue à aller travailler. Fait que moi, pendant un mois, je n'ai pas travaillé. À peu près pas, là, pas du tout. Donc, je suis même pas allé dans mes immeubles, j'ai rien fait. Fait que là, j'ai comme un peu en train de reprendre le lousse que j'ai fait. J'ai refait certaines petites réparations ici et là, changé des trucs de toilette. J'appelle pas le plombier pour ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je suis encore sur le plancher des vaches et je suis encore en train de changer des trucs de toilette de temps en temps, puis faire un peu de plout, puis changer un thermostat. Fait que c'est ça aussi la différence que j'ai par rapport à certains formateurs qui, eux, oui, ils ont de l'investissement immobilier, mais ils sont rendus formateurs. Puis ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas collecté un loyer puis qu'ils ne sont pas allés marcher physiquement puis parler avec le locataire. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais vraiment été sur le terrain non plus. Là. Ouais, donc, c'est une autre... Fait que, tu sais, moi, ce que je partage, c'est mon expérience de tous les jours que je vis littéralement à tous les jours. Puis je peux pas faire ça avec 102 personnes parce que j'ai besoin d'aller dans mes immeubles de temps en temps puis de travailler. Puis c'est ça ma réalité. Oui. Pour ceux qui regardent pour prendre une formation, parce que je pense que s'éduquer, là, j'avais fait une présentation cette semaine à McGill par rapport à la résilience financière. Puis une des choses que j'avais parlé un peu du côté, si on parle d'anthropologique, là, j'avais pris un genre d'approche un peu historique. C'est que les êtres humains, on a dominé la planète par rapport à nos nombres, nos chiffres. On est tellement dominant qu'on change le portrait de la planète tellement. Là. Puis la façon, pourtant, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus vite. On a coopéré, puis on a appris.
Exactement. Notre période de reproduction n'est pas la plus vite non plus. Là. Donc, au niveau évolution, les chances étaient contre nous par rapport à... Oui, parce que tu n'es pas autonome quand tu nais, tu n'es pas autonome pendant très longtemps. Exactement. Tu n'es pas une petite girafe qui, après 10 minutes, va se mettre à courir parce que le lion est en arrière. Là. Mais notre capacité d'organiser pour permettre à chaque individu de ultra spécialiser, de devenir un expert. Tu sais, toi, tu fais l'immobilier 80 heures par semaine. Mettons, moi, je fais du courtage hypothécaire ou de la finance 80 heures, 60 heures par semaine. Tu fais ça pour des années 15, 20, 30 ans. Donc, on s'entend que je pourrais dire que je suis un expert dans le domaine. Il n'y a pas trop de choses après 20 ans d'avoir fait ça qui me surprennent. Dans l'immobilier, après tellement de temps, peut-être encore, oui, ça change, mais tu as beaucoup plus d'expérience que quelqu'un d'autre. Quand tu vois les changements arriver aussi, tu sais plus comment les affronter parce que tu as plusieurs pistes de solutions devant toi. Donc, coaching, c'est sûr que ça vaut la peine. Mais donc, qu'est-ce que je disais dans la formation, c'est qu'il faut se t'entourer d'experts dans leur domaine. Mais le problème, c'est comment choisir ces experts-là. Donc, si on amène ça à du coaching, mettons l'immobilier, de la formation, comment que quelqu'un détermine que, OK, ça c'est pour moi, ça va m'amener de la valeur ajoutée selon où est-ce que je suis? C'est quoi une question que tu devrais poser? Qu'est-ce que tu devrais regarder, mettons, si tu es cette personne-là? Ouais. Ben, je pense que quand même, les formations, peu importe, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus poussés sur des domaines que d'autres, mais tu sais, en immobilier, la base reste la base, dans le sens que quand on apprend quelque chose, ça revient sensiblement au même. Après ça, tu as des contextes, puis des choses très précises. Puis si tu veux aller plus loin, il y a des choses vraiment justement que tu dois apprendre. Mais mettons quand tu commences, là, toutes les informations qui sont véhiculées quand tu commences sont à peu près les mêmes. Là. C'est à peu près la même chose. Fait qu'éventuellement, il faut que tu connectes avec la personne. Puis la personne va être justement selon son style. Il y en a qui sont plus arrogants, il y en a d'autres qui sont plus vendent du rêve, puis c'est facile, c'est ça. Puis il y en a qui vont plus s'élever que d'autres. Puis moi, mon but, c'est pas de devenir avec 200 000 abonnés demain matin puis dire que je vends des formations. Mais si ceux qui sont là m'aiment bien de la façon que je raconte et ils comprennent qu'ils peuvent aller plus loin avec moi, ben c'est ça que je veux aider. T'sais. Fait que j'ai pas besoin d'accompagner 2000 personnes demain matin. Mais si je peux changer la vie de quelques-uns, parce que c'est ça que je fais, j'essaye de faire du moins avec ceux. Puis, tu sais, ce que je fais, c'est de l'accompagnement. Hein. Fait que ce n'est pas je fais la job à ta place puis je vais acheter l'immeuble à ta place. Là, parce que sinon, je vais l'acheter moi-même puis tant pis pour toi. Là. Si je le calcule tout puis je fais tout le travail, c'est moi qui vais l'acheter. Fait que je fais de l'accompagnement et j'espère que par cet accompagnement-là, les gens vont être mieux dans leur finances, dans leur patrimoine, dans ce qu'ils peuvent léguer, dans leur liberté de pouvoir dire regarde, boss, je travaille pas le vendredi parce que là, je commence à avoir un peu de lousse puis je veux faire ce que j'aime dans la vie. T'sais. Fait que c'est ça que j'essaye de faire par mon approche. Puis effectivement, après ça, chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de faire. Puis des formations en immobilier, il y en a plein, puis il va en avoir d'autres aussi. Puis il faut juste prendre celle avec qui on accroche, éventuellement celle avec qui tu as les moyens de le prendre. Il y en a que je dis... Regardez où est-ce qu'on est rendu. Parce que je pense que chaque investisseur qui veut avoir de la formation, ben, t'es où? T'es-tu au début, premier achat? Il te manque un peu de mise de fonds, tu as besoin de ça. Donc, est-ce que ce formateur-là, c'est vraiment, il donne un encadrement pour quelqu'un qui débute, là, qui a besoin de quelqu'un qui va l'amener pour commencer le premier achat? Ou est-ce qu'on est dans des tu sais, il y en a qui offrent que... Puis c'est très bon, là, c'est juste que des structures financières, du financement... comment qu'ils l'appellent, financement... je sais pas, il y a un nom qui donne pour ça. L'ingénierie financière? L'ingénierie financière. Tu n'as pas acheté ton premier immeuble, là, tu tapes une formation de 50 heures là, sur l'ingénierie. Sur les virgules à bonne place. Financial engineering. Là. OK. Ouais. Donc, commence peut-être à juste comme apprendre à appliquer ta mise de fonds. Là. Donc, regarde-toi dans le miroir, je pense. Première chose, tu es rendu dans ton parcours. Puis est-ce que ce formateur-là ou le coach qui offre, est-ce qu'il pourrait t'aider toi? Oui, puis est-ce qu'il va te nuire à ta mise de fonds, un peu comme on disait tantôt? Cette semaine, j'ai refusé quelqu'un en formation parce que même en banque d'heures, parce que même si c'était juste 1500, le gars, il commençait puis il n'y avait rien. Puis j'étais comme, si tu mets ça là, va peut-être, tu sais, t'es peut-être pas prêt en immobilier en ce moment, t'as peut-être pas assez d'argent, t'as peut-être pas assez de gars, tu sais, va gérer tes affaires comme il faut, puis reviens. Fait que c'est ça, j'essaie pas d'aider à tout casser pour que moi, vendre une formation, j'essaie de t'aider pour que ça t'apporte des résultats. Là. Ça prend un peu d'épargne pour commencer. C'était quoi, mettons, si on met le niveau de base, avant que quelqu'un se paye un 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000 là, mettons, selon toi, combien de mises de fonds de base que tu devrais au moins épargner? Je peux pas répondre parce que ça dépend du marché que tu es, ça dépend de plein de choses. Là. Si tu es à Montréal, ce ne sera pas la même réalité que si tu es dans mon coin ou dans la ville. Si tu es à Montréal, tu vas attendre longtemps. Là. Mais mettons qu'on dit tout le Québec, quelqu'un est prêt à aller pas mal n'importe où au Québec pour se trouver une opportunité, puis ça lui dérange pas, mettons, selon ton expérience. C'est juste ton opinion. Oui, c'est juste mon opinion, puis je veux dire un chiffre qui reste aléatoire parce que c'est ça, je considère que c'est selon le marché, mais tu sais, je dirais que pour être confiant, mettons, même un 30 000, si tu es capable d'avoir un 30 000 de côté, ça veut dire que tu as quand même eu quelques notions d'épargne. Tu es capable de gérer ton argent.
tu as un peu d'argent à risquer. Parce que, tu sais, non plus, c'est pas de dire tu as 30 000, tu vas acheter un immeuble de 300 000 parce que tu es propriétaire occupant d'un triplex puis tu vas mettre 10 % de mise de fonds. L'idée, ça va être de peut-être dire tu vas en acheter 2 d'une autre façon avec des partenaires. Mais tu sais, tu vas pouvoir prendre des risques d'une certaine façon puis tu ne mettras pas tous tes œufs dans le même panier. Tu sais, c'est ça. Commence par une base. Moi, j'avais 25 000 en tête. Là. Tu sais, Okay, un 25, c'est ça, 25-30 000. Là, OK. Il y a de l'inflation. Là, fait que ton 25 000 a monté. Exact. Mais c'est bon, tu démontres que oui, tu as une capacité d'épargne, tu es motivé. Les banques vont aimer ça aussi. Parce que si tu arrives avec 5 000 $ dans ton compte en banque, que ça fait 10 ans que tu as réussi à accumuler, puis que la banque, elle te voit arriver, elle va peut-être dire ouais, peut-être que là, ça va être difficile. Là, à chaque semaine, je reçois des appels où est-ce que les gens vont dire mais j'ai pas d'argent, j'ai 1 000 $, mais j'ai suivi une formation, mais moi, je vais trouver le deal, puis je suis capable de trouver des investisseurs. Puis tu passes souvent de partenaires. Donc, j'aimerais que tu définisses c'est quoi un partenaire exactement, puis debug un peu ça, c'est quelque chose qui arrive couramment. Là. Les gens qui se font dire trouve-toi un investisseur qui va mettre toute la mise de fonds, puis toi, tu vas juste trouver le deal, puis tu vas être capable d'être propriétaire d'immeuble. Là, tu n'as pas besoin de mise de fonds. Ça se fait, là, mais à quel point tu vas le faire, c'est une autre histoire dans la réalité. Tout est possible, là, mais c'est ça. Gagner la loterie, c'est possible aussi. Là. Exact, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est si toi, tu as besoin d'un partenaire pour avancer ou tu veux un partenaire pour avancer de manière différente, plus vite, plus loin ou peu importe, il faut toujours comprendre que si toi, tu recherches un partenaire, bien, éventuellement, il y a quelqu'un qui recherche aussi un partenaire quelque part pour que vous mixiez ensemble. Puis c'est pas juste de regarder quel partenaire qu'on recherche, mais c'est aussi de regarder qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que partenaire, nous. Ouais. C'est une des choses que je fais dans mon accompagnement, c'est qu'est-ce que toi, tu peux offrir? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est des connaissances? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Est-ce que c'est la connaissance du marché, la connaissance du secteur? Fait que, tu sais, il y en a qui ont de l'argent, qui n'ont pas de temps pour investir. C'est la question à poser. Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Oui, puis c'est ça, c'est pas tant de qui tu recherches, parce qu'on ne sait pas encore qui dans l'univers que tu vas être partenaire avec, mais il va falloir trouver une personne qui soit aussi complémentaire à toi. Parce que si, mettons, moi, je suis un gars de chiffre plus que de manuel, là. Mais tu sais, si mon partenaire, il est exactement comme moi, là, on va juste se confronter tout le temps sur nos idées, puis on n'avancera pas bien parce qu'on va être identique, puis on se complétera pas. Fait que c'est pas de trouver un partenaire qui est identique à toi, mais c'est de trouver un partenaire qui va te compléter. Si moi, je suis plus de bras ou plus de chiffres, bien, de trouver quelqu'un à l'inverse. Et des fois, c'est aussi d'avoir une divergence d'opinion qui va justement nous aider, nous challenger. Et c'est aussi, en partenaire, c'est pas mauvais parce que comme dans la vie en général, on a tous des hauts puis des bas. Puis des fois, ben, tu es avec quelqu'un, tu es avec ta conjointe ou tu es avec ton partenaire. Ben là, elle, quand ça va bien le matin puis toi, tu te réveilles là, ben là, des fois, en partenaire, ça te permet d'avancer plus constant parce que tu as des fois des bas où tu dis, OK, aujourd'hui, regarde, je le ferai pas finalement, mais ton partenaire continue puis il te motive. Ouais. Fait que ça l'aide de trouver des partenaires, mais il faut que tu trouves un bon partenaire. Il faut que tu sois un bon partenaire pour celui que tu vas trouver aussi. Définis premièrement qu'est-ce que toi t'amènes sur la table. Donc, quand ton partenaire, parce que moi, je leur pose toujours la question, mais OK, disons que c'était moi. OK. Explique-moi. Ouais. Donc, explique-moi, qu'est-ce que tu m'apportes maintenant comme. Parce que moi, j'ai investi. T'as pas de mise de fonds. Ben, c'est ça. T'es pas manuel. T'as fait une formation, mais t'as pas d'expérience. T'as pas d'expérience en immobilier. Aïe, aïe. Ah oui. Ah, mais je vais te trouver le deal. Ah, mais il y a 11 000 courtiers immobiliers au Québec qui peuvent trouver des deals aussi. Là, puis, donc, tu me trouves le deal parfait. Pourquoi je l'achète avec toi? Oui. Qu'est-ce qui. Puis je suis honnête avec toi, là, dans le sens que pourquoi je te contourne juste pas, là, rendu là, dans le sens que tu vas l'avoir trouvé, au pire, je te donne 100$ puis ça finit là. Merci, je te donne un petit montant, merci, passe ma journée, puis exact. Mais pourquoi tu profiterais justement du fait que tu as juste trouvé le deal puis que moi, je vais l'exploiter puis tout ça, puis que au final, tu vas apprendre, mais pas trop. Bref. Mais il y a apporte quelque chose. Ouais, si tu apportes quelque chose, ben rends-toi indispensable. Si tu es indispensable, tu peux apporter quelque chose, tu peux trouver des partenaires. Oui, c'est ça. Puis comme je dis, l'argent va toujours être un collatéral de ce que tu es ou de ce que tu fais. Fait que si tu ajoutes ta valeur toi-même, ben tu vas trouver l'argent via un partenaire éventuellement. Mais si tu n'as pas grandi toi-même, si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as rien apporté, ben l'argent, elle n'arrivera pas là, d'une manière ou d'une autre. Là. Ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Là. À part peut-être les miracles arrivent rarement. Oui, c'est ça. Rémi Bergeron. Chaîne YouTube. Déjà fini? C'est déjà fini, ça va vite. Ça va très vite. Chaîne YouTube. N'oubliez pas de suivre Rémi. Vraiment, toujours du contenu vraiment intéressant. L'argent immobilier. Exact. Et puis, c'était vraiment intéressant de t'avoir ici à la retenue. Puis, j'espère qu'on va pouvoir te revoir une journée à un moment donné. Ben, tout à fait. Merci beaucoup. Super, merci. Salut. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.